Je vais me présenter pendant l'essai technique, ça fera toujours gagner 5 minutes. Donc je suis le Dr Perrineau, je suis le président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi une association de médecins qui s'intéresse aux pesticides s'est aussi intéressée aux perturbateurs endocriniens. Bien, c'est parce que il se trouve que beaucoup de pesticides sont des perturbateurs endocriniens et que la première réglementation européenne concernant les perturbateurs endocriniens a concerné justement les pesticides. Et ça fait polémique puisque si vous avez suivi l'actualité, vous savez que la définition, que l'Europe ne s'est toujours pas mise d'accord sur la définition des perturbateurs endocriniens. C'est quand même une histoire qui dure depuis 2009. Voilà. Et normalement, en 2013, on aurait dû avoir cette définition. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la prévention des effets. Donc, on va changer un peu de... Vous étiez dans le soin, et là, on va passer plutôt dans une optique prévention. Mais pour comprendre la prévention, il faut comprendre tout simplement ce qui est en jeu. Et c'est ce que je vais essayer de vous résumer. Donc, on va traiter perturbateurs endocriniens et cancer. Je vais, avant, vous faire un bref rappel sur les perturbateurs endocriniens. C'est une longue histoire. La définition a déjà été donnée en 2002 par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je vous la lis tout bêtement. Hein. Alors, ils ont défini deux choses, hein, les perturbateurs endocriniens avérés et les perturbateurs endocriniens sur lesquels on avait juste des suspicions. Donc, c'est une substance ou un mélange de substances exogènes, c'est-à-dire extérieures à notre organisme, qui vient modifier la fonction du système endocrine. Le système endocrine, c'est le système hormonal, tout simplement, avec pour conséquence des effets adverses dans un organisme vivant, n'importe quel mammifère, dont nous et d'autres êtres vivants, ou sa progéniture, ou bien sur une population. Alors ça, c'est une donnée un peu plus bizarroïde. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez une modification du sexe ratio, c'est-à-dire une modification du nombre d'enfants filles qui naissent par rapport au nombre d'enfants garçons, il n'y a pas de modification des individus, mais il y a un sexe ratio qui s'inverse, et ça pose problème. Ça a déjà été constaté, par exemple, après Céveso. Donc l'OMS définit aussi les perturbateurs endocriniens suspectés. En 2012, l'OMS a fait une autre synthèse sur ces questions. Il n'y a pas d'erreur, hein, la définition date bien de 2002, donc c'est une vieille histoire. Enfin, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui a commencé bien avant 2002. Elle avait commencé dans les années 60-70 aux États-Unis avec des premiers effets qui étaient plutôt des effets, alors pas d'ordre cancéreux, mais d'ordre sur la reproduction et qui ont été constatés sur la faune. Mais je fais un passe là-dessus parce que sinon on y passe la matinée. Avant d'aller plus loin, il faut quand même un petit rappel sur ce qu'est le système hormonal et ce que peuvent faire les perturbateurs. En fait, notre corps, un des systèmes de contrôle de notre organisme, c'est le système hormonal. Les hormones, ce sont des signaux chimiques qui vont être synthétisés dans un tissu particulier. Ça peut être des glandes endocrines, mais ça peut être aussi le rein, le cœur, le tissu adipeux, le tissu digestif. Ils vont être transportés dans l'organisme sur des protéines de transport. Et ils vont parfois être transformés. C'est comme, par exemple, les hormones thyroïdiennes sont transportées dans notre corps sous forme de T4. Et à l'endroit où elles ciblent leur action, elles vont être, des enzymes vont leur enlever un atome d'iode et elles vont être transformées en une autre hormone qui est T3. Ensuite, elles vont agir sur des récepteurs. Ces récepteurs peuvent se trouver à la surface des cellules ou à l'intérieur du noyau. Il y a plein de sortes de récepteurs. Et enfin, elles seront dégradées. Donc, un perturbateur endocrinien, il va perturber n'importe laquelle de ces étapes. Par exemple, je parlais des hormones thyroïdiennes tout à l'heure, si une désiodase est bloquée, eh bien on va avoir in situ moins de T3, donc un effet hypothyroïdien localisé. Donc, dans certaines phases de développement de l'enfant, par exemple pendant la grossesse, c'est particulièrement important. Alors que chez l'adulte, c'est probablement pas très important. Donc on aura toujours cette dualité. À quel moment l'effet perturbateur endocrinien survient-il? Parce que déjà d'emblée, il faut comprendre ça. S'il survient chez des adultes, on doit pouvoir s'arranger. S'il survient à certaines phases du développement embryonnaire, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc toutes ces étapes peuvent être perturbées. Donc les hormones, pour faire simple, ce sont des clés qui agissent sur des serrures. Et évidemment, c'est une image d'Épinal. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors si on complique un tout petit peu plus,
Il y a plusieurs clés, d'où le S, qui peuvent agir sur une seule serrure, et puis une serrure peut être perméable à plusieurs clés. Alors, où sont ces perturbateurs endocriniens? Alors, pas de bol, ils sont partout. Or, si on retourne, on voit le bisphénol A, on en a beaucoup entendu parler, hein, c'est une tête de gondole, on le trouve dans les jus de fruits, dans les constituants de plastique, il a tapissé les résines époxy, là, il sert c'est un constituant des résines époxy qui servent à tapisser les boîtes de conserve, par exemple, les canettes, etc. Des parabènes se retrouvent dans les médicaments. Les éthers de glycol, je tourne vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Les éthers de glycol, ils vont servir dans les peintures, ils sont associés à des phtalates aussi. Les composés perfluorés, les composés perfluorés, on les a beaucoup utilisés pour faire les poils anti-adhésives type téflon. Alors il y a toute une gamme de perfluorés, donc maintenant vous verrez poils téflon sans PFOA. Mais oui, mais comme ils sont une vingtaine, on les retrouve, les phtalates, on les retrouve dans les jouets pour enfants. Alors ça a commencé à être réglementé par l'Union européenne, heureusement. Les retardateurs de flamme, ils vont être incorporés à plein de plastiques, mais ils vont être également dans des vêtements, et comme leur nom l'indique, ils sont là pour diminuer les risques d'incendie. On va les trouver par exemple dans toutes les voitures neuves. Voilà. Imprégnant les tissus, les composés plastiques de ces voitures. Et enfin les pesticides que vous allez retrouver sous forme de résidus dans l'alimentation. Alors qu'est-ce qu'ils font? Chez l'homme, il y a un catalogue à la Prévert des effets répertoriés des perturbateurs endocriniens. Je vous les cite juste, je ne vais pas... des malformations génitales, des pubertés précoces, des troubles du neurodéveloppement, des troubles métaboliques comme l'obésité et le diabète, des troubles de la fertilité qui ont été en premier mis en évidence, des pathologies thyroïdiennes et bien sûr un certain nombre de cancers, hein, pas tous les cancers, des cancers qu'on va appeler hormonodépendants comme le sein, l'utérus, le testicule ou la prostate. Alors après ce bref rappel, on va parler des cancers liés aux perturbateurs endocriniens. Le premier exemple que je voulais vous donner, c'était le cancer du sein. Alors vous savez sans doute que son taux d'incidence, alors les taux d'incidence standardisés, ça permet de faire des comparaisons dans le temps, indépendamment du vieillissement de la population, parce que sinon on a toujours un biais. Et donc ces taux d'incidence standardisés, ils ont été multipliés par 2 entre 80 et 2005, donc il y a bien l'impression générale qu'il y a une augmentation des cancers, elle est bien confirmée par les chiffres, ça vous le savez. Ils sont heureusement en petite diminution depuis 2005, et cette diminution, elle a été attribuée, en partie du moins, l'hypothèse principale, c'est l'arrêt des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Traitement hormonal substitutif de la ménopause, c'est un traitement hormonal, et ça c'est un argument pour l'effet un perturbateur endocrinien, ça peut être aussi un médicament et une hormone. Voilà. Mais la réalité est un peu plus complexe. En fait, ces taux diminuent globalement, mais ils augmentent chez les 30-49 ans. Alors, on n'y voit rien sur cette photo, mais bon, globalement, ce qu'il faut regarder, c'est ces deux courbes-là que vous ne pouvez pas voir, qui partent ici, tac, 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 voilà. Donc ça, ce sont les femmes de 30 à 50 ans, malheureusement, et qui se distinguent, elles, par une augmentation des cancers. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut penser aux facteurs environnementaux, pourquoi on peut penser aux facteurs environnementaux dans ce cas-là? Je vais vous donner 3 exemples, et que je vais détailler après. Et ces 3 exemples sont liés à des expositions particulières pendant la grossesse. Mais avant de les décrire, je voulais vous signaler qu'une cohorte ELF, la cohorte ELF, c'est une cohorte de suivi de femmes enceintes françaises, et qui a donné quelques enseignements en décembre 2016, donc c'est tout récent. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Que le bisphénol A, les phtalates, les pyréthrinoïdes, qui sont une famille d'insecticides, les dioxines, les furanes, les PCB qui sont des retardateurs des isolants électriques, pardon, qui sont interdits depuis les années 70 mais qu'on retrouve toujours dans l'alimentation parce qu'ils sont persistants. Ils sont persistants dans les sols, donc ils sont captés par un certain nombre par exemple par des vaches en broutant et qui le concentrent dans le lait puisque ce sont des substances lipophiles. Donc au passage, des produits interdits depuis très longtemps peuvent continuer à poser problème. Donc toutes ces choses-là que je vous ai un petit peu brossées dans le camembert précédent, eh bien, sont mesurées à des niveaux de concentration quantifiables chez près de la totalité des femmes enceintes de cette cohorte.
Ok, on ne parle pas d'imprégnation jouant sur 20% de la population. 2016. Alors le premier exemple, c'est le distilbène. Ça, c'est un exemple historique. Au passage, vous avez deux petites figures montrant le diéthylstilbestrol, qui est le distilbène en haut, et le bisphénol A en bas. Ces deux molécules, les deux dessins sont là pour vous montrer qu'elles sont très proches. Elles sont issues quasiment de la même paillasse. Elles ont été trouvées toutes les deux au début du XXe siècle. Et le distilbène a lui fait une carrière d'hormones de synthèse. Et alors que le bisphénol A, on s'est tâté pendant un petit moment, puis finalement on l'a mis dans les plastiques. Donc pourquoi trouve-t-on des effets hormonaux à partir de l'imprégnation par les plastiques? Ça vous donne un élément de la réponse. Donc le distilbène, qu'est-ce qu'il a fait? Le distilbène, c'est une catastrophe qui a donné malheureusement un certain nombre d'enseignements. Les filles qui ont été exposées dans le ventre de leur maman, donc pendant la grossesse, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé les effets du distilbène, ont présenté plus de cancers du vagin, enfin plus de cancers du vagin, des cancers du vagin. C'est un cancer quasiment, je parle sous contrôle, quasiment inapparent, enfin il n'y en a pas. Donc dès qu'on a vu dans un hôpital américain une série de cas de cancer du vagin, heureusement on s'est vite posé des questions et on a retrouvé que les mères de ces enfants étaient exposées au distilbène. Ensuite, une cohorte de suivi a été mise en place. Et on a trouvé que chez ces filles qui ont été exposées dans le ventre de leur maman, on fait plus tard plus de cancer du sein, 2 fois plus avant 40 ans, 3 fois plus après 50 ans. Les fils distilbène, eux, étaient peu touchés par des problèmes de cancérologie, plus par des anomalies génitales, cryptorchidie, c'est la non-descente des testicules dans les bourses, et par des troubles psychiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le suivi de la cohorte montre que les petits-enfants distilbène, donc les enfants des enfants, 1 sur 4 est prématuré, c'est quand même énorme, des prématurités lourdes, avec plus d'IMC, et donc un risque multiplié par 8 de mortalité néonatale. Bon, pas de cancer. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire ? Ce que je vais vous dire est tiré d'un article qui s'appelle « L'histoire du distilbène racontée aux petits-enfants ». Le premier enseignement, c'est qu'une hormone de synthèse, elle n'a pas forcément les mêmes effets que l'hormone naturelle. Alors le BPA, je vous rappelle qu'il est très, très proche du distilbène chimiquement. Et cette histoire du distilbène a permis l'émergence de nouveaux concepts physiopathologiques. Le premier, c'est la programmation pendant la vie fœtale d'une pathologie qui va arriver à l'âge adulte. Le cancer du sein arrive 40 voire 50 ans après un événement qui s'est produit pendant la vie intra-utérine. Une possible transmission transgénérationnelle, tout ça est encore possible, vous mettez des guillemets, puisque dans cet exemple, il y a bien une transmission, mais pas des cancers pour l'instant, heureusement, mais d'autres pathologies. Et le mode d'action, c'est par une action sur différents récepteurs estrogéniques, mais avec des effets opposés selon la dose. Je m'explique. Pour prouver que le distilbène était bien la cause des effets observés, on a fait des expériences sur les rongeurs, c'est-à-dire qu'on les a exposés au distilbène et à des doses correspondantes aux doses d'exposition chez l'humain. Et on a reproduit exactement la même chose. Et puis on a exposé ces rongeurs à des doses faibles. Et là, on a obtenu des choses contraires. C'est-à-dire qu'à dose faible, on a une stimulation prostatique, alors qu'à dose élevée, vous l'avez vu, il n'y a pas de cancer de la prostate chez l'homme. Chez l'homme, c'était de fortes... Chez l'homme, enfin chez la femme enceinte, c'était de fortes doses de distilbène qui étaient utilisées. Et ça a permis également, ces études chez l'animal, de montrer d'autres mécanismes d'action qui sont des effets épigénétiques. Alors l'épigénétique, on va juste la citer parce que c'est aussi un domaine en soi et extrêmement complexe. L'épigénétique, c'est pour faire simple, ça serait les conditions d'expression des gènes. Voilà. Alors, on pourrait dire, oui, bon, certes, mais avec le distilbène, vous venez de nous dire que c'était un accident, c'était des doses très élevées, donc ce qui s'est produit là ne se produira peut-être jamais. Sans doute, peut-être. Et donc, on va prendre 2 autres exemples. Le deuxième, c'est le bisphénol A, dont on vient de parler.
Ça tombe bien, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, si je ne m'arrête pas, c'est bon. Donc c'est l'agence qui, une des grosses agences de sécurité sanitaire en France, vient de faire un rapport au titre de la réglementation REACH concernant, REACH, vous savez que c'est la réglementation concernant les substances chimiques en Europe, concernant le bisphénol A. Et elle l'a identifié comme substance extrêmement préoccupante. Qu'est-ce qu'elle dit, l'ANSES, en gros? Elle dit qu'il y a très peu d'études épidémiologiques chez l'homme. Donc on ne peut pas beaucoup se baser là-dessus. Il y en a quelques-unes, et malheureusement, le bisphénol A est dosé au moment de l'accident, c'est-à-dire au moment du cancer. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est la période d'exposition bien antérieure, probablement pendant la grossesse. L'ANSES dit quoi d'autre? Elle dit que les rongeurs et les humains, ils partagent deux choses, une proximité anatomique des structures anatomiques mammaires et également une régulation hormonale commune de ce qui se passe à cet endroit. Et donc tout ça fait conclure à l'ANSES que tout ça, ça laisse supposer que les études sur les rongeurs apportent des preuves substantielle que les expositions au BPA en début de vie augmentent la susceptibilité au cancer du sein chez la femme. Si on traduit en langage non diplomatique, ça veut dire que les preuves chez l'animal sont déjà lourdes. Mais pas chez l'homme. Troisième exemple, DDT. Lui, c'est un pesticide, vous savez, qui avait été largement utilisé après-guerre, un insecticide. En 2004, une méta-analyse de 22 études avait conclu qu'il n'y avait aucun lien entre le DDT et le cancer du sein. C'est une polémique, c'est une interrogation qui courait depuis longtemps. 2004, la messe est dite, il n'y a aucun lien. Dans ces études, le dosage du DDE, qui est le métabolite, c'est-à-dire le produit de transformation du DDT, avait été fait au moment du diagnostic de cancer du sein. Donc il y a d'autres équipes qui se sont dit « Ah, là, il y a un loup », parce que évidemment, le petit graphe de gauche, vous voyez bien que quand vous avez une exposition, on peut imaginer un pic, et ensuite, au cours de notre vie, le taux de DDT va rejoindre quelque chose d'assez bas, puisque il est d'ailleurs concentré dans nos graisses. C'est ce qu'on retrouve dans la population française. On a tous, c'est une autre cohorte, ça, on a tous, 90% d'entre nous avons des traces de DDT, mais à taux faible. Ce qui ne veut pas dire que certains d'entre nous n'y ont pas été exposés de façon forte il y a 50 ans. Donc il y a une autre équipe qui a repris pour ça un suivi de femmes qui avait été instauré dans les années 60 et qui portait sur les problèmes de fertilité. Et ils ont retrouvé, donc en 2007, qu'il y avait une augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes exposées avant l'âge de 14 ans, mais pas chez celles qui ont été exposées après l'âge de 14 ans. La même équipe a repris des dosages biologiques qui avaient été faits pendant la grossesse et congelés, et on retrouve que pour les filles qui ont été exposées dans le ventre de la maman, il y a un risque du cancer du sein qui est 4 fois plus important que celui de la population générale. Donc là, quels enseignements on peut tirer de ces trois choses, distilbène, bisphénol A et DDT? D'abord, le plus important, c'est l'importance de la fenêtre d'exposition, la grossesse, l'enfance, la puberté. Et dans les deux derniers exemples, bisphénol A et DDT, on est à dose environnementale, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des fortes expositions, ni sur des expositions professionnelles. Mais dans le cadre du DDT, il a fallu 50 ans pour le démontrer. Et on revient à notre manque d'études épidémiologiques prouvant ça chez l'homme. Est-ce qu'on peut faire des études épidémiologiques sur 50 ans? Est-ce que ces études sont réalisables? Il est probable que non. Ça, c'était d'autres exemples avec d'autres composés. Les TCDD, ce sont des dioxines. L'inclosoline, c'est un fongicide. Les phtalates, les perfluorés, etc. Pour montrer qu'il y avait là aussi des augmentations de risque de cancer prouvées, soit en période intra-utérine, soit à la puberté. On va changer, on va parler des cancers de la prostate. Là aussi, vous savez que les taux standardisés ont énormément augmenté, en gros en 25 ans. Ça diminue un petit peu depuis, mais grosso modo, on a un taux 4 fois supérieur à celui des années 80. Il y a peut-être un peu de surdiagnostic, c'est-à-dire de diagnostic de cancer qui n'aurait pas posé de problème.
mais il est difficile de leur attribuer l'ensemble de l'augmentation. Là aussi, je me suis référé à une synthèse qui a été également faite par l'ANSES et qui montre que l'ensemble des modèles animaux montre quoi? Qu'en fait, une exposition précoce au bisphénol A, là aussi beaucoup d'études ont porté sur lui, une exposition précoce au bisphénol A entraîne une susceptibilité, c'est-à-dire, je vais vous le détailler dans l'étude d'après, c'est-à-dire que vous augmentez, l'exposition précoce au bisphénol A augmente le risque de cancer à l'âge adulte, particulièrement quand il y a contact avec d'autres cancérigènes. On va détailler juste comme ça une étude, comme ça vous l'aurez visuellement dans la tête. On a greffé des cellules souches de prostate humaine à des souris nudes, c'est des souris qui sont dénuées de thymus pour ne pas rejeter la greffe. Et un lot de souris n'a pas été exposé au bisphénol A, et un autre lot de souris a été exposé à 2 doses de bisphénol A. Et un peu plus tard dans leur vie, c'est cette partie-là, un peu plus tard, on les a exposés à un mélange testostérone-estrogène qui mime l'imprégnation hormonale des hommes âgés. Et qu'est-ce qu'on a observé? Que les souris qui n'avaient pas été exposées au bisphénol A faisaient 13% d'adénocarcinome prostatique et les autres en font en gros 3 fois plus, sans différence significative entre les 2 doses de bisphénol A. Malheureusement, chez l'homme, on a aussi un exemple de cancer de la prostate lié à un produit estrogéno-mimétique, qui est le chlordécone. Le chlordécone, c'est un insecticide très largement utilisé dans les Antilles françaises, longtemps après son interdiction aux États-Unis. Longtemps, c'est-à-dire une trentaine d'années de plus. Voilà. Donc il y a une étude qui a été faite assez tardivement sur les hommes aux Antilles atteints d'un cancer de la prostate. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une augmentation du risque de cancer de la prostate dès que la concentration sanguine dépasse 1 microgramme litre. Et ce risque est multiplié par 5 chez les hommes cumulant des antécédents familiaux. Alors, les antécédents familiaux, on ne sait pas si c'est une composante génétique ou si c'est un facteur de risque, par exemple l'exposition au chlordécone qui est partagée sur plusieurs générations. Et surtout le séjour en métropole, ce qui veut dire que là aussi, enfin, probablement des effets cocktails sont en cause. Alors, ça c'était les cancers de la prostate. Sur les cancers du testicule, toujours la même histoire, ce sont toujours des cancers qui sont en augmentation. En France, ils ont plus que doublé, toujours en taux standardisé sur une trentaine d'années. Et pourquoi est-ce qu'il faut penser à des facteurs environnementaux? On a une première étude qui est assez bien faite, qui concerne des jeunes hommes danois et finlandais. Les Danois, ils ont un taux de cancer du testicule très élevé, 16 pour 100 000, contre 4 pour 100 000 en France, hein, c'est pas les mêmes taux. Et les Finlandais, eux, ils ont un taux assez bas. Non, c'est 4 pour 100 000, c'est le taux en Finlande, c'est pas en France, pardon. Donc, ces jeunes hommes du Danemark ou de Finlande qui migrent en Suède, ils ne voient pas leur taux changer de cancer de la prostate. Par contre, leurs enfants ont un taux de cancer de la prostate qui devient celui du pays d'origine. Ça veut dire qu'il y a probablement des facteurs environnementaux en cause. J'en ai mis deux études, mais il y en a d'autres, hein, qui montrent une relation entre la cryptorchidie, qui est le facteur de risque principal des cancers du testicule, et l'exposition parentale professionnelle aux pesticides. Ça a été montré dans le sud de la France par les équipes du professeur Sultan en 2000. Un risque multiplié par 4. D'autres études se sont penchées sur des cohortes d'agriculteurs et on retrouve la même chose. Et j'ai isolé encore une fois le bisphénol A, hein, c'est vraiment une obsession, mais dans toutes ces histoires, il y a toujours un produit qui focalise les 3/4 de la recherche, donc beaucoup de nos données sont sur le bisphénol A. Sous forme d'une question, pourquoi le bisphénol A, qui est un estrogéno-mimétique, aurait-il un effet différent de l'hormone qu'il copie, qui est l'estrogène, puisque les estrogènes sur les cellules séminomateuses, donc de cancer testiculaire, eh bien, elles diminuent leur croissance. Et lui, il fait le contraire. Et en fait, il fait le contraire uniquement à faible dose. Et cette faible dose, c'est ce qui est en gros au niveau de la flèche.
c'est une dose qui est de 2 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire 10-9 molaires. C'est un tout petit peu plus que ce qu'on retrouve dans le sang du cordon ombilical de façon moyenne. Donc on est donc des enfants mâles exposés sont quasiment tous exposés à des taux de BPA de cet ordre-là, et ça c'est proliférateur sur les cellules séminomateuses. Mais on n'a pas de preuves chez l'homme. Les preuves chez l'homme, il faudrait des études de 20-30 ans. Alors après la description de ces quelques cancers liés au PE, donc les PE ont permis de nous montrer des mécanismes d'action spécifiques. Je vous les resitue là très rapidement. C'est l'importance de la fenêtre d'exposition, donc la grossesse. C'est la programmation fœtale d'une pathologie adulte, avec cette notion que, eh bien, en fait, les désordres hormonaux pendant la vie fœtale vont être responsables chez l'enfant, par exemple, de cryptorchidie, je l'ai dit tout à l'heure, d'hypospadias, mais également de puberté précoce, chez l'adulte de troubles de la fertilité, là aussi c'est bien documenté, de cancers hormonodépendants, de troubles métaboliques, d'obésité, de diabète, et de plus tard dans la vie, et j'ai oublié les troubles neurodéveloppementaux. Ça fait un peu liste à la Prévert, mais il faudrait, sur chaque trouble, vous expliquer à quel moment telle perturbation hormonale, par exemple dans les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant, comment la perturbation des hormones thyroïdiennes aboutit à des perturbations dans l'élaboration du système nerveux de l'enfant. Donc voilà, il faudrait détailler à chaque fois, mais là on est sur les cancers. Le troisième mécanisme d'action c'est les relations effet-dose non linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre l'effet et la dose utilisée, vous n'avez pas forcément une droite. C'est le cas du bisphénol A, où vous avez une espèce de courbe en U inversée, c'est-à-dire qu'à forte dose, vous avez très peu d'effet, et à faible dose, vous en avez beaucoup plus. Et les explications de ça, c'est que estradiol et bisphénol A, à ce moment-là, n'agissent pas sur les mêmes récepteurs. C'est-à-dire qu'on avait une vision un peu simple qui était que, comme ce sont des molécules toutes estrogéno-mimétiques, c'est-à-dire qui miment les estrogènes, eh bien, ils vont agir de la même façon que les estrogènes. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils vont agir certes un peu de la même façon, mais à certaines doses, à dose forte, ils agissent sur des récepteurs classiques des estrogènes, mais là, ils se trouvent en compétition avec les estrogènes qui prennent la place, et à dose faible, ils agissent sur certains autres récepteurs, comme le GPCR30, et là, sur lesquels n'agissent pas les estrogènes classiques, comme le 17-bêta-estradiol. Ça, ce sont les effets dose non linéaires, donc ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça intéresse les agences de régulation, par exemple. Et, en fait, la quatrième chose, c'est les possibles effets transgénérationnels que je citais tout à l'heure. Hop là, pardon. Donc nous, ce qui nous intéressait à partir de là, c'était eh bien, c'est de se poser la question de la prévention de ces effets-là, puisque la meilleure prévention, ça consisterait bien sûr à éliminer ces produits. Mais je vous l'ai dit en introduction, ça fait depuis 2009 que les États européens en discutent, et encore, ce sont les seuls États au monde qui en discutent. On ne peut pas dire que ce soit partagé partout. Donc c'est déjà pas si mal. Mais depuis 2009, en gros, vous avez les scientifiques d'un côté, le lobby de l'industrie chimique de l'autre, et pour l'instant, la barre n'a pas penché du bon côté. Donc aucune définition des perturbateurs endocriniens n'a été adoptée, alors qu'un règlement, un règlement a été adopté qui stipule, parmi les pesticides par exemple, que dès qu'on aura la définition des perturbateurs endocriniens, eh bien, on dégagera du marché les molécules qui seront reconnues comme telles. En attendant, il faut bien faire quelque chose. Et nous, il nous a semblé important de traduire en termes courants ce que l'on lisait dans la littérature scientifique. Et donc de faire une campagne de prévention qui vise les femmes enceintes, ou mieux, les couples désirant un enfant, puisqu'en fait, plus tôt on va prendre de bonnes habitudes, mieux ça vaudra. Et donc on a édité, il y a presque un an, une affiche qui circule, et il y en a beaucoup qui circulent d'ailleurs dans la clinique de François Chénieux, une affiche qui pose la question suivante: vous désirez un enfant? Je vous la lis parce que je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose. Et donc c'est un petit quiz qui est proposé aux gens qui sont en salle d'attente. Si vous cochez une ou plusieurs de ces cases, si vous cochez une ou plusieurs de ces cases, là il va falloir demander conseil. Première case: je ne vois pas l'intérêt de manger bio pendant ma grossesse.
Deuxième case, je réchauffe les aliments dans des récipients en plastique, par exemple dans un micro-ondes, ou avec des revêtements anti-adhésifs. Troisième, j'utilise régulièrement des cosmétiques. Quatrième, j'utilise de nombreux produits d'entretien et des insecticides dans la maison. Je projette de refaire à neuf la chambre du bébé. Et enfin, c'est un peu plus compliqué à prendre en compte, mon travail ou mon lieu de résidence m'expose à de nombreux produits chimiques. Donc si vous êtes dans cette situation, vous désirez un enfant et il y a une de ces questions qui vous interpelle, eh bien soit avec le petit flashcode, vous chargez le document d'information qui a été fait par la revue Médecine et Enfance et qui est mis gratuitement à disposition. Soit mieux, vous en parlez un petit peu avec votre médecin pour savoir si tout ça c'est des choses pour affoler le petit peuple ou bien si vraiment c'est un peu solide et s'il y a une prévention et si elle sert à quelque chose. Nous on a Alors, pourquoi on pense qu'elle sert à quelque chose? Parce que la différence entre les produits comme le DDT et le bisphénol ou les pyrétrinoïdes ou les perfluorés, c'est que les derniers que je viens de vous citer sont des produits qui ont une demi-vie biologique d'élimination courte. C'est-à-dire qu'en quelques jours, l'essentiel des pesticides actuels sont comme ça aussi. En quelques jours, une semaine, 2 semaines, votre imprégnation par ces produits va baisser. Ça a été prouvé pour les pesticides et on sait que chez des enfants, par exemple, si on fait 15 jours de régime bio, eh bien, dans leurs urines, on va retrouver encore quelque chose, mais des traces beaucoup plus faibles. Il y a quand même une interrogation puisqu'un certain nombre de ces produits sont aussi stockés dans nos tissus adipeux. Bon, ça ne répond pas à tout, mais globalement, on a de bons arguments pour dire si on fait attention, on peut, dans une période qui est préconceptionnelle, puis toute la grossesse, puis jusqu'à la puberté de l'enfant, c'est quand même très long, on peut diminuer l'imprégnation de façon très très notable à ces produits. Voilà ce que je voulais vous dire.